Ce soir-là, le ciel de Paris se parait de teintes orangées et dorées. Le soleil descendait lentement derrière les immeubles haussmanniens, projetant de longues ombres sur les rues qui commençaient à s'animer d'une vie nouvelle. À un petit carrefour près du boulevard Barbès, une jeune femme marchait en boitillant, poussant un vieux caddie de supermarché rempli de bouteilles en plastique et de canettes vides. Son visage était maculé de suie, ses vêtements usés, et ses cheveux s'échappaient en mèches désordonnées d'un bonnet élimé. Au premier regard, quiconque l'aurait vue l'aurait prise pour une simple bifine, une de ces récupératrices des temps modernes. Âgée peut-être de 19 ou 20 ans, la jeune femme se nommait Chloé. Presque chaque soir, on pouvait l'apercevoir dans ce quartier, fouillant les poubelles publiques, glanant de quoi survivre. Les habitants du quartier s'étaient habitués à sa présence discrète. Certains éprouvaient de la pitié, d'autres l'ignoraient superbement, comme si elle ne faisait que partie du décor urbain, un élément anonyme de la saleté ambiante. Pourtant, derrière cette apparence misérable, se cachait une réalité que personne ne soupçonnait. Chloé n'était pas une marginale ordinaire. Elle était une jeune agente de la DGSI, fraîchement recrutée pour une opération secrète de la plus haute importance. Sa mission était périlleuse. Se faire passer pour une sans-abri afin d'infiltrer un réseau de trafiquants de drogue qui utilisaient des jeunes des rues comme passeurs. Ce jour-là, cependant, la chance ne semblait pas être de son côté. Alors qu'elle se penchait pour ramasser une bouteille en plastique près d'un vieux café-tabac, une voix grave et autoritaire retentit. « Et qu'est-ce que tu fabriques ici, toi ?» Un policier massif, en uniforme complet, s'approcha. Son visage était dur, son regard empreint d'une colère froide. C'était le brigadier Lefebvre, un agent de patrouille connu pour son arrogance dans le quartier. Les habitants se plaignaient souvent de son attitude brutale, mais rares étaient ceux qui osaient lui tenir tête. Chloé releva lentement la tête, fixant le policier d'un regard vide, s'efforçant de maintenir son rôle de jeune fille des rues. « Je cherche juste des bouteilles, monsieur l'agent, » répondit-elle d'une voix faible. « Des bouteilles ? Quelles bouteilles ? Tu ne serais pas plutôt en train de voler quelque chose dans le café ?» lança Lefebvre d'un ton accusateur. Avant que Chloé n'ait pu répondre, un coup de pied violent frappa son caddie. Le chariot bascula, son contenu se déversant bruyamment sur le trottoir. Bouteilles en plastique, canettes rouillées, et même quelques morceaux de carton humide s'éparpillèrent. Les clients assis à la terrasse du café tournèrent la tête. Certains parurent surpris, d'autres se contentèrent de chuchoter entre eux. Ils connaissaient le caractère de ce policier, mais personne n'osa intervenir. Chloé resta silencieuse, la tête baissée. Une douleur mêlée de rage lui serra la poitrine, mais elle devait se contenir. Préserver sa couverture était bien plus important que de défier cet homme. « Monsieur, je ne vole rien. Je ramasse juste des choses à recycler, » dit-elle d'une voix tremblante, feignant la peur. Mais Lefebvre, loin de se calmer, redoubla de mépris. Il attrapa le col de son sweatshirt usé et l'attira brutalement vers lui. « Les clochards comme toi, ça ne fait que pourrir le quartier. Dégage de là. Ne viens plus salir mon secteur. » Chloé faillit perdre patience. Dans son fort intérieur, elle murmura, « Si je n'étais pas en mission, je te montrerais de quel bois je me chauffe. » Mais elle ne put que baisser la tête, se laissant paraître faible aux yeux de tous. Un vieil homme, le propriétaire du café, prit finalement la parole. Sa voix était douce mais ferme. « Laissez-la, brigadier. Elle ne fait que ramasser des bouteilles. Elle ne dérange personne. » Lefebvre se tourna vers lui avec un regard féroce. « Monsieur Dubois, ne vous en mêlez pas. Les jeunes comme ça finit toujours par voler. » Un silence pesant s'installa. Tout le monde retenait son souffle. Lefebvre était connu pour son tempérament explosif, et quiconque osait le contredire pouvait s'attendre à des ennuis. Chloé restait prostrée, le cœur battant à tout rompre. Peu de temps après, un scooter s'arrêta non loin de là. Deux jeunes hommes en descendirent, l'un d'eux portant un grand sac en plastique noir. Chloé les reconnut immédiatement, Yanis et Karim, deux petites mains du réseau de drogue qu'elle surveillait. Elle savait que ce sac ne contenait pas de simples ordures. Il y avait de fortes chances qu'il renferme un paquet de stupéfiants. Mais la présence de Lefebvre compliquait la situation. Le policier arrogant était trop occupé à l'intimider pour remarquer les allées et venues suspectes des deux jeunes. Intérieurement, Chloé maudissait la situation. S'ils n'étaient pas en train de me bloquer le passage, je pourrais les suivre dès maintenant. Lefebvre finit par lâcher son col avec un geste brusque. « Allez, file, et que je ne te revoie plus traîner ici. » Chloé hocha rapidement la tête, toujours dans son rôle de jeune effrayée, puis se hâta de ramasser ses affaires éparpillées. Cependant, ses yeux ne quittaient pas Yanis et Karim.
Elle fit semblant d'être absorbée par le rangement de son caddie, alors qu'elle élaborait déjà un plan. Quelques minutes plus tard, les deux jeunes hommes s'engouffrèrent dans une petite ruelle sombre à côté du marché, emportant avec eux le sac suspect. Chloé sut que c'était sa chance. D'un pas lent, elle les suivit à distance. Mais elle ne réalisa pas une chose. Lefebvre l'observait encore, le visage empreint de suspicion. Le policier arrogant murmura pour lui-même, « Cette gamine a des manières étranges. » Et si elle était vraiment une voleuse? Il commença alors à suivre Chloé, sans savoir qu'il était en train de pénétrer dans un jeu bien plus vaste et dangereux qu'une simple affaire de délinquance juvénile. La nuit tombait sur Paris. Les lampadaires clignotaient faiblement, projetant une lumière blafarde sur les pavés humides. Les bruits du marché s'estompaient, ne laissant que quelques vendeurs qui remballaient leurs étals. Chloé avançait prudemment dans la ruelle étroite et humide. Une odeur d'égout âcre lui piquait les narines. Elle s'efforçait de conserver l'allure d'une chiffonnière en quête de trésors abandonnés, malgré les battements frénétiques de son cœur. Devant elle, Yanis et Karim s'arrêtèrent devant la porte d'un vieil immeuble décrépit. L'un d'eux frappa doucement. Un homme d'une cinquantaine d'années, au visage buriné, ouvrit. En un instant, Chloé reconnut ce visage. C'était Marco, surnommé « le Corse », l'un des lieutenants du réseau. Cet homme était une cible de longue date, mais il était notoirement difficile à arrêter, toujours protégé par un réseau d'informateurs et de complices. Chloé s'accroupit derrière une pile de cartons, observant attentivement la scène. Sa main effleura la poche de son jean, vérifiant la présence d'un petit dispositif de communication dissimulé sous la forme d'un briquet. C'était un émetteur de signal destiné à son équipe, qui attendait ses ordres à tout moment. Mais avant qu'elle ait pu l'activer, le son de pas lourd résonna derrière elle. Chloé se retourna et son cœur manqua un battement. Lefebvre se tenait à quelques mètres d'elle, la fixant avec une méfiance accrue. « Toi encore. Qu'est-ce que tu fiches ici ?» demanda-t-il à voix haute. Ce bruit soudain fit se retourner Yanis, Karim et Marco. Leurs visages se crispèrent instantanément, empreints d'une méfiance hostile. Chloé paniqua. Si son identité était révélée maintenant, la mission serait un échec cuisant. Elle devait agir vite, créer une diversion. Se relevant d'un bond, elle se mit à pleurer bruyamment. « Monsieur l'agent, aidez-moi. Ils m'ont volé mes affaires. Je voulais juste ramasser des cartons, mais ils m'ont forcé à leur donner mon caddie. » Lefebvre renifla, sceptique. Ils t'ont volé tes affaires, à toi? Yanis et Karim échangèrent un regard confus, leurs visages rougissant de colère. Marco s'avança calmement, bien que ses yeux plissés trahissent une haine glaciale. « Monsieur l'agent, » dit-il d'une voix froide et posée. « N'écoutez pas cette petite menteuse. Elle passe son temps à semer le trouble dans le coin. Les trucs qu'elle trimballe, elle les vole souvent chez les gens sans permission. » Lefebvre les regarda tour à tour, le visage empreint de doute. Tandis que Chloé retenait son souffle, espérant que sa comédie fonctionnerait, la tension montait d'un cran. Cette nuit-là, dans une ruelle sombre de Paris, un jeu secret venait de commencer. Un jeu qui allait entraîner tous les protagonistes dans une spirale imprévisible. L'atmosphère dans la petite ruelle devint encore plus tendue. Le faible éclairage du lampadaire ne dessinait que des silhouettes partielles, rendant le visage de Marco encore plus inquiétant. Chloé, debout, tremblait de tout son corps, jouant la peur à la perfection, tandis qu'à l'intérieur, son cœur battait une chamade assourdissante. Elle devait à la fois se sortir de ce piège et préserver sa couverture. Lefebvre, le torse bombé, s'approcha avec son arrogance habituelle. « N'essayez pas de me mentir. Si vous avez vraiment volé les affaires de cette fille, je vous embarque tous au poste. » Cette menace fit blêmir Yanis et Karim. Ils ne voulaient clairement pas avoir affaire à la police. Mais Marco se contenta d'un sourire narquois, comme si toute cette situation n'était qu'un jeu d'enfant pour lui. « Monsieur l'agent », sa voix était lourde et monocorde. « Ne cherchez pas les problèmes là où il n'y en a pas. Cette gamine est une habituée des histoires. Si vous préférez la croire, libre à vous. Mais je vous préviens, vous pourriez le regretter. » Le ton de sa phrase était une menace à peine voilée. Lefebvre hésita un instant, mais son ego surdimensionné l'empêcha de paraître intimidé. « Ça m'est égal. Si vous n'avez rien à vous reprocher, suivez-moi au commissariat le plus proche. On tirera ça au clair là-bas. » Chloé déglutit. La situation devenait de plus en plus périlleuse. S'ils étaient tous emmenés au poste, sa couverture serait révélée avant même qu'elle n'ait pu rassembler les preuves nécessaires. Il lui fallait trouver une issue, et vite. Elle s'accroupit de nouveau, ramassant quelques bouteilles en plastique qui traînaient au sol, puis, d'une voix rauque et entrecoupée de sanglots, elle dit «
Monsieur l'agent, je ne mens pas. Ils m'ont forcé à leur donner mon caddie. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas au poste. J'ai peur. Chloé se rendait délibérément plus pitoyable pour que l'attention de Lefebvre reste focalisée sur elle, et non sur le contenu du sac noir que Yanis et Karim transportaient. Cependant, Marco n'était pas homme à rester passif. Il tapota doucement l'épaule de Lefebvre, puis dit d'un ton plus conciliant, « Écoutez, monsieur l'agent. Réglons ça ici. Inutile de se compliquer la vie en allant au bureau. » Sa main glissa discrètement quelque chose dans la poche de l'uniforme de Lefebvre. Un billet plié en 4. Chloé le vit distinctement. Son sang ne fit qu'un tour. Alors c'était vrai, ce policier n'était pas seulement arrogant, il était aussi corrompu. Lefebvre jeta un coup d'œil furtif au contenu de sa poche, puis se tut. Son arrogance commença à s'effriter, remplacée par un regard cupide. Bon, d'accord. On va dire qu'il ne s'est rien passé. De toute façon, cette petite traîne savate n'a fait que nous causer des ennuis depuis tout à l'heure. Chloé en eut le souffle coupé. Le scénario devenait de plus en plus complexe. Si Lefebvre acceptait ce pot de vin, il deviendrait un obstacle majeur pour sa mission. Marco esquissa un léger sourire, puis fit signe à Yanis et Karim d'entrer rapidement dans l'immeuble. Le sac noir disparut de la vue de Chloé. Lefebvre se retourna vers elle, le regard chargé de mépris. « Et toi, la bifine, dégage. Ne viens plus semer la zizanie ici. Si je te revois dans le coin, je t'envoie direct dans un foyer. » Chloé fit semblant d'acquiescer rapidement, puis tira son caddie pour s'éloigner. Mais dès qu'elle tourna au coin de la ruelle, elle s'arrêta. Son souffle était court. Ses yeux, vifs et perçants, se fixèrent sur l'immeuble. « Je ne peux pas laisser cette marchandise s'échapper. Je dois savoir ce qu'il y a dedans. Mais le problème, c'est ce foutu flic qui peut réapparaître à tout moment. » Dans le silence de la nuit, une fois certaine que Lefebvre était parti, Chloé retourna sur ses pas. Elle s'accroupit de nouveau derrière la pile de cartons, attendant patiemment. À travers une fente, elle pouvait observer l'activité à l'intérieur de l'immeuble. La lumière était faible. Des bribes de conversation lui parvenaient, étouffées. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Karim sortit, tenant un sac noir plus petit. Il regarda à droite et à gauche, puis marcha rapidement vers le scooter garé au bout de la ruelle. C'est le moment. Chloé se mit en mouvement, le suivant de loin. Ses pas étaient légers pour ne pas faire de bruit. Mais soudain, le bruit d'un moteur vrombissant déchira le silence. Venant de la direction opposée, Lefebvre revenait sur son scooter de service. Apparemment, il n'était pas vraiment parti. Il aperçut Chloé qui suivait Karim, et arrêta immédiatement son véhicule. « Et je t'avais dit quoi, tout à l'heure ? Tu es encore là ?» hurla-t-il. Chloé fut prise de panique. Si elle s'arrêtait, Karim s'échapperait. Si elle résistait, sa couverture risquait d'être compromise. Elle choisit une voie intermédiaire. Feignant de nouveau la peur, elle se mit à courir dans une direction opposée, comme si elle cherchait simplement à fuir la police. « Tête de mule !» cria Lefebvre en la poursuivant avec son scooter. Pendant ce temps, Karim, ignorant ce qui se passait derrière lui, avait déjà pris de l'avance, emportant le paquet avec lui. Chloé serra les dents. Merde. À cause de lui, j'ai perdu sa trace. Elle continuait de courir, s'engouffrant dans un dédale de ruelles étroites entre des immeubles insalubres. Lefebvre la poursuivit, mais son scooter finit par être bloqué. Il ne put que lui crier de loin, « Si je te retrouve, tu vas voir. » Chloé réussit finalement à lui échapper, mais un sentiment d'échec et de frustration l'envahit. La mission de cette nuit était un fiasco. Les jours suivants, Chloé continua de jouer son rôle de récupératrice dans le quartier de Barbès. Mais son esprit était tourmenté. Elle savait que le réseau préparait un coup d'envergure, mais elle avait perdu leur trace à cause de l'intervention de Lefebvre. Pire encore, elle le soupçonnait de plus en plus de recevoir régulièrement de l'argent de Marco et de ses acolytes. Si c'était vrai, il n'était pas seulement un obstacle, mais une partie intégrante du problème. Un après-midi, Chloé était assise sous un pont du périphérique, faisant semblant de trier ses trouvailles. De loin, elle aperçut Lefebvre en grande conversation avec Yanis devant un petit snack. Ils riaient comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Une colère froide l'envahit. Alors c'est vrai, ce flic et leur couverture. Chloé savait qu'elle devait en informer son supérieur. Mais elle ne pouvait pas le faire directement. Toute imprudence pourrait ruiner sa couverture. Ce soir-là, elle trouva un endroit isolé derrière le marché.
Elle sortit le petit communicateur qu'elle gardait toujours caché. D'une voix basse, elle envoya un message codé à son équipe, cible principale Marco, le Corse. Indication d'implication d'un agent de la force publique, brigadier L. Enquête complémentaire nécessaire. Je reste en observation. Le message fut envoyé. Elle éteignit aussitôt l'appareil. Quelques jours plus tard, Chloé fut témoin d'une scène qui confirma ses pires craintes. Dans un entrepôt désaffecté près des rails de la petite ceinture, elle surprit Marco en pleine rencontre avec quelqu'un. Cet homme n'était autre que Lefebvre. Ils parlaient sérieusement. À leurs gestes, Chloé devina qu'une transaction importante était en cours. Elle vit Lefebvre accepter une enveloppe épaisse des mains de Marco. Aussitôt, elle s'accroupit, enregistrant chaque détail dans sa mémoire. Voilà la preuve. Ce policier est complètement corrompu. Mais soudain, la planche de bois sur laquelle elle se tenait céda avec un craquement sonore. Le bruit fut assez fort pour alerter les deux hommes. Marco se retourna vivement. Qui est là? Prise de panique, Chloé se releva et se mit à courir. Derrière elle, elle entendit Lefebvre crier « Rattrapez-la !» Qu'elle ne s'échappe pas. Plusieurs hommes de main de Marco se lancèrent à sa poursuite. Chloé courut à travers les ruelles sombres, la sueur perlant sur son front. Elle savait que si elle était attrapée, tout serait fini. Dans sa fuite, son regard croisa celui de Lefebvre. Le policier la fixait intensément, comme s'il venait de réaliser que la jeune chiffonnière qu'il avait méprisée n'était pas une personne ordinaire. Cette nuit-là, Chloé réussit à s'échapper de justesse, mais la situation était devenue critique. Non seulement le réseau la soupçonnait, mais un policier arrogant et corrompu était désormais sur ses traces. Et au fond d'elle-même, Chloé savait que sa couverture allait bientôt être mise à l'épreuve de la plus brutale des manières. La nuit sur le quartier Barbès était silencieuse et lourde. Une pluie fine venait de cesser, laissant des flaques miroitantes sur les pavés des ruelles. Une odeur de terre humide mêlée aux ordures piquait les narines. Dans l'obscurité du labyrinthe urbain, Chloé courait, le souffle court. Ses vêtements étaient trempés, son visage maculé de boue. Les cris de ses poursuivants résonnaient encore derrière elle. Les hommes de Marco ne lâchaient pas prise. Le bruit de leurs baskets claquant sur le sol détrempé était suivi de jurons pleins de rage. Atrapez-la. Faut pas qu'elle se barre. Chloé jeta un rapide coup d'œil en arrière. Deux hommes à la carrure imposante se rapprochaient dangereusement. Elle serra les dents, cherchant une échappatoire. La ruelle devant elle se divisait en trois. Une menait vers le marché, une autre vers les voies ferrées, et la dernière vers un quartier résidentiel dense. Le marché, c'est trop bondé, ils m'attraperont facilement. Les voies ferrées, c'est un piège. Le quartier résidentiel est plus sûr, il y a plein de passages étroits. Chloé vira brusquement en direction des habitations. Elle sauta par-dessus un petit caniveau, frôlant des draps encore humides sur une corde à linge. Une odeur de lessive et de boue l'assaillit. Mais la malchance la rattrapa. L'un des hommes, plus malin, avait anticipé sa trajectoire. Il surgit d'une autre ruelle, lui barrant le chemin. « Te voilà, petite fouineuse de merde !» cria-t-il. Chloé s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre. L'homme s'approchait, tandis que les deux autres arrivaient par derrière. Elle était piégée dans une impasse. D'un geste rapide, Chloé attrapa une latte de bois qui gisait au sol. Malgré sa petite taille, ses yeux brillaient d'une détermination farouche. « Ne me touchez pas », dit-elle d'une voix basse mais ferme. L'homme éclata d'un rire méprisant. « Regardez-moi ça, la clocharde qui joue les durs. Tu crois que tu peux nous tenir tête à trois ?» Ils avancèrent en même temps. Chloé balança le morceau de bois vers l'un d'eux, l'atteignant à l'épaule. L'homme chancela, mais les deux autres se jetèrent sur elle. L'un lui saisit les bras, l'autre tenta de lui arracher son arme improvisée. Chloé se débattit, mais leur force était bien supérieure. Le bois lui échappa des mains. Un coup violent la frappa à la joue. Elle tomba à genoux dans la boue. « Amenez-la à Marco », ordonna l'un d'eux. Ils la traînèrent, faible et meurtrie. Malgré la douleur, elle continua de se débattre. Discrètement, sa main gauche se glissa dans la poche de son jean. Elle attrapa le petit objet, en forme de briquet. Son communicateur. Avec le peu de force qui lui restait, elle pressa le bouton secret dissimulé sur le côté. Une petite lumière clignota une seule fois, puis s'éteignit. Le signal de détresse était envoyé à son quartier général. Pourvu qu'ils arrivent vite, avant qu'il ne soit trop tard. Quelques instants plus tard,
Chloé fut emmenée dans l'entrepôt désaffecté près des voies ferrées. La pièce était sombre, éclairée seulement par une ampoule nue suspendue au plafond. Une odeur de poussière et de fumée de cigarette emplissait l'air. Marco était assis sur une chaise en bois, le regard perçant. À côté de lui, Lefebvre se tenait debout, le visage sombre mais les yeux froids. « Qui es-tu, en réalité » demanda Marco lentement. Son ton était chargé de menaces. Chloé resta silencieuse, la tête baissée, ses cheveux masquant son visage. « Je te pose la question gentiment. Qu'est-ce que tu faisais à nous suivre, moi et mes gars ? Ne me dis pas que tu es juste une bifine. Quelle bifine aurait le cran de suivre des gens en pleine nuit ? » Chloé ne répondit pas. Son cœur battait la chamade, mais elle gardait un visage impassible. Lefebvre s'avança, la dévisageant. « Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose de louche avec toi depuis le début. Tes manières sont bizarres. Avoue. Pour qui tu travailles ? » Chloé retint son souffle. Elle savait qu'une seule erreur de sa part, un seul mot de trop, et tout s'effondrerait. Marco se leva et s'approcha. Sa main s'abattit violemment sur le visage de Chloé. Le son de la gifle résonna dans le silence de l'entrepôt. « Parle, salope. Tu es une indique de la police, c'est ça ?» Un filet de sang coula du coin des lèvres de Chloé. Elle releva lentement la tête, regardant Marco droit dans les yeux. Malgré son corps tremblant, une lueur de courage brillait dans son regard. « Je suis juste une fille des rues. Je cherche juste de quoi manger, » dit-elle d'une voix faible. Marco éclata d'un rire sardonique. « Ah, une fille des rues qui peut tenir tête à 3 de mes hommes ? Je ne suis pas stupide, ma belle. » Lefebvre la fixait intensément, mais derrière sa dureté, un doute semblait poindre. Pour une raison qu'il ne s'expliquait pas, quelque chose chez cette fille l'empêchait de la considérer comme une simple ennemie. Pendant ce temps, quelques habitants du quartier commençaient à s'inquiéter. Ils avaient entendu des cris et du bruit provenant de l'entrepôt. Mais personne n'osait s'approcher. Le nom de Marco inspirait trop de peur. Seul un vieil homme, un vendeur de café ambulant, osa jeter un œil. Il reconnut le visage de Chloé, la jeune récupératrice qu'il voyait souvent au marché. « Pauvre gamine » murmura-t-il, le cœur serré. Discrètement, il alla prévenir une de ses connaissances, un gardien de la paix à la retraite. « Prévenez vite la vraie police. Il y a une jeune qui est séquestrée dans l'entrepôt de Marco. » L'information, de fil en aiguille, parvint aux oreilles de l'équipe de Chloé, qui avait déjà reçu son signal de détresse. Dans l'entrepôt, l'interrogatoire devenait de plus en plus brutal. Marco ordonna à ses hommes de frapper Chloé à plusieurs reprises. Mais elle tenait bon, refusant de parler. Elle savait que si elle avouait, sa vie prendrait fin sur le champ. Lefebvre se tenait dans un coin de la pièce, le visage tendu. Un dilemme le rongeait. Il avait accepté l'argent de Marco, mais son cœur se soulevait à la vue de cette jeune fille se faisant tabasser. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» se dit-il. « Je suis un policier. Je suis censé protéger les gens. Et maintenant, je laisse une gamine se faire torturer sous mes yeux. » Marco s'approcha de nouveau. Il attrapa brutalement le menton de Chloé. « Tu es une tête de mule, hein ? Très bien. Alors on va s'arranger pour que tu ne puisses plus jamais t'enfuir. Demain, on t'enverra loin, très loin, pour que tu ne puisses plus jamais rien raconter à personne. » Chloé dégluttait. Elle savait ce que cela signifiait. Elle allait être vendue, envoyée on ne sait où. Peut-être pour ne jamais revenir. Mais soudain, le son d'une sirène de police retentit au loin. Oui, oui. Marco sursauta. Merde. Qui a parlé ? Ses hommes paniquèrent, courant pour barricader la porte. Lefebvre fut également surpris. Son visage devint blême. Il regarda Chloé, toujours attachée. Puis son regard changea, mêlant colère et confusion. « Alors c'est vrai, tu es une flic. » Chloé se contenta de le fixer en retour, sans un mot. Dans son fort intérieur, elle savait que l'heure de vérité approchait. Sa couverture ne pouvait plus être maintenue. La police commença à encercler l'entrepôt. La voix d'un commandant résonna à travers un mégaphone. « Marco, sortez les mains en l'air. N'essayez pas de résister. » Marco jura violement. Il se tourna vers Lefebvre. « Toi, tu n'étais pas censé sécuriser le secteur ? Comment se fait-il que les flics soient là ?» Lefebvre resta sans voix. Une sueur froide coulait sur ses tempes. Il savait qu'il était pris au piège. S'il suivait Marco, il risquait la prison à vie. S'il se rendait, sa carrière et sa réputation seraient détruites.
Tous ses méfaits seraient révélés. Chloé le fixa intensément. Malgré son visage tuméfié, sa voix était basse mais pleine d'une force insoupçonnée. S'il vous reste un peu de conscience, brigadier, détachez-moi. Choisissez le bon chemin, avant qu'il ne soit trop tard. Cette phrase frappa Lefebvre en plein cœur. Pour la première fois, le policier arrogant se sentit véritablement ébranlé. Marco s'approcha de lui, le pointant du doigt avec fureur. « Règle-moi ça vite fait. Sinon, je te jure que c'est toi que je bute en premier. » Lefebvre agrippa le pistolet à sa ceinture. Sa main tremblait. Son regard allait de Chloé à Marco, puis vers la porte de l'entrepôt que la police commençait à enfoncer. À cet instant, il sut qu'il devait prendre une décision capitale. « Police. Ouvrez ou nous défonçons la porte. » Marco, de plus en plus paniqué, se tourna vers ses hommes. « Préparez les armes. Ne les laissez pas entrer vivants. » Des cliquetis métalliques se firent entendre. Certains de ces hommes brandirent des machettes, d'autres des pistolets artisanaux. Leurs visages étaient tendus, mais ils se forçaient à paraître courageux. Au milieu de ce chaos, Lefebvre restait figé. Le pistolet de service à sa ceinture semblait peser une tonne. Chloé, toujours attachée à sa chaise, le corps couvert d'ecchymoses, le fixait avec une intensité poignante. « Brigadier, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. N'aggravez pas votre cas. C'est le moment de prouver qui vous êtes vraiment. » Ces mots le transpercèrent. Des images de son passé défilèrent dans son esprit. Le serment qu'il avait prêté en devenant policier, la promesse de protéger les citoyens, le visage de son père, si fier de le voir en uniforme. Tout cela avait été effacé par les pots de vin, l'arrogance et le sentiment de toute puissance. Sa main se mit à trembler plus fort. Marco se tourna vers lui avec rage. « Qu'est-ce que tu attends? Décide-toi. Tu es avec moi ou avec eux? » Lefebvre serra les dents. Son regard passa de Chloé à Marco. À ce moment précis, la porte de l'entrepôt était sur le point de céder. Un bruit assourdissant de métal heurtant le bois retentit. Pan. Un coup de feu déchira l'air. Tout le monde se figea pendant une fraction de seconde. La balle n'était pas dirigée vers la police à l'extérieur, ni vers Chloé, mais vers le plafond de l'entrepôt. C'était Lefebvre qui avait tiré en l'air. Marco le regarda, abasourdi. T'has d'haver ho fou? Lefebvre prit enfin la parole, sa voix tremblante mais ferme. « Ça suffit, Marco. Je suis allé trop loin. Je suis un policier, et maintenant, je choisis ma voie. » D'un mouvement rapide, il pointa son pistolet sur Marco. « Lâche-la, tout de suite. » La porte de l'entrepôt fut finalement enfoncée. Des dizaines de policiers lourdement armés firent irruption, pointant leurs armes dans toutes les directions. Les ordres fusèrent, les mains en l'air. « Ne bougez plus. » Une brève fusillade éclata. Les hommes de Marco tentèrent de riposter avec leurs armes de fortune, mais ils furent rapidement maîtrisés. Le bruit des détonations fit vibrer les murs de l'entrepôt. Les habitants, rassemblés à distance, observaient la scène avec anxiété. Marco tenta de s'enfuir par une porte dérobée, mais Lefebvre l'intercepta. Une lutte acharnée s'engagea. Les coups pleuvaient. La force brute de Marco envoya Lefebvre au sol. Mais avant qu'il ne puisse s'échapper, Chloé, les mains toujours liées, projeta sa chaise contre ses jambes. Marco perdit l'équilibre, et Lefebvre profita de cet instant pour lui tordre le bras dans le dos. « C'est fini, Marco. Tout est terminé, » cria-t-il. D'autres policiers se précipitèrent pour maîtriser Marco. Ils lui passèrent les menottes. Son visage était tordu par la haine. « Traitor » cracha-t-il à l'adresse de Lefebvre. Une fois la situation sous contrôle, un officier supérieur s'approcha. « Chloé, ça va ?» Les habitants et même certains policiers furent surpris d'entendre ce nom. Ils réalisèrent alors que la jeune fille débraillée était appelée d'une manière bien particulière. Chloé hocha lentement la tête. « Ça va, mon commandant. Merci d'être arrivé à temps. » L'officier l'aida à se défaire de ses liens. Le visage de Chloé, maintenant éclairé par les projecteurs, apparut clairement. Jeune, résiliente, elle n'avait plus rien d'une simple chiffonnière. Les badauds qui observaient de l'extérieur se mirent à chuchoter. Mon Dieu, c'était une flic infiltrée, alors. Pas étonnant qu'elle ait été si courageuse. Lefebvre, le souffle court, le visage défait, restait silencieux. Ses yeux étaient vides. Il savait que sa carrière était finie. Le commandant le regarda sévèrement. « Brigadier Lefebvre,
vous nous suivez au bureau. Nous allons devoir éclaircir votre implication dans cette affaire. Lefebvre n'opposa aucune résistance. Il se contenta de baisser la tête. Chloé se tourna vers lui un instant. Son visage était meurtri, mais son regard n'exprimait pas la haine, mais quelque chose de plus complexe. Un mélange de pitié et de soulagement. Brigadier, vous aviez encore un choix à faire, et à la fin, vous avez pris le bon, dit-elle doucement. Lefebvre ne répondit pas, se contentant de fermer les yeux un instant. Quelques jours plus tard, la nouvelle de l'opération fit les gros titres. Les médias annoncèrent l'arrestation de Marco, chef d'un réseau de drogue de taille moyenne qui terrorisait le quartier depuis longtemps. Les habitants de Barbès poussèrent un soupir de soulagement. Mais ce qui fit encore plus de bruit, c'est l'histoire de cette jeune bifine qui s'était révélée être une jeune policière d'élite. Beaucoup n'en revenaient pas, mais finirent par saluer son courage. Chloé retourna à son quartier général, où elle reçut les félicitations de son commandant. Vous avez accompli une mission difficile avec un grand brio. Mais n'oubliez pas, votre chemin est encore long. Un agent infiltré doit être prêt à devenir n'importe qui, n'importe où. Elle se contenta d'un léger sourire. Au fond d'elle, elle savait que le combat n'était pas terminé. Le crime ne disparaîtrait jamais complètement. Mais cette nuit-là, elle avait réussi à sauver de nombreuses vies du poison de la drogue. Pendant ce temps, Lefebvre fut placé en détention provisoire pour être interrogé. De nombreuses preuves accablantes démontraient qu'il avait accepté des pots de vin de Marco. Cependant, le fait qu'il ait finalement collaboré à l'arrestation fut pris en considération. Lors de son conseil de discipline, la commission d'éthique de la police déclara que les actes du brigadier Lefebvre constituaient une faute grave. Néanmoins, son action à la dernière minute avait permis le succès de l'opération. Il fut révoqué de la police avec déshonneur, mais échappa à une peine de prison ferme grâce à sa coopération. La décision fit débat. Certains estimèrent qu'il s'en tirait bien. D'autres pensèrent que la sanction était juste. Lefebvre, lui, accepta son sort avec résignation. Il retourna dans son village natal, menant une vie simple comme agriculteur. Chaque fois qu'il regardait ses champs, il se souvenait des paroles de Chloé. À la fin, vous aviez encore un choix à faire. Un matin, Chloé traversa le marché. Beaucoup de gens la regardaient avec admiration, bien qu'elle soit toujours habillée simplement. Une vendeuse de légumes lui dit à voix basse, « Mademoiselle, merci. Grâce à vous, notre quartier est plus sûr. » Chloé se contenta de sourire. Elle n'avait pas besoin de louanges. Ce qu'elle savait, c'est que sa couverture de jeune chiffonnière avait apporté un réel changement. Son pas était assuré. Elle poussait toujours son vieux caddie, comme un symbole, rappelant qu'elle était prête à retourner dans l'ombre à tout moment, si son pays faisait appel à elle.